langage en tant que tel n'est pas la conscience. Les enfants parlent avant qu'ils ne disent « je ». Ils parlent d'eux, comme le notait Kant à la troisième personne. C'est cette dernière qui, dans la Genèse, est première, puisque le monde extérieur qui agit sur moi et sur lequel j'agis rend possible ma propre constitution. Mais si les interprétations de Kant et de Schleiermacher sont voisines, en apparence, elles sont opposées sur le fond. Pour Kant, en effet, l'enfant, avant de se penser, se sent et parle de lui-même, à la troisième personne, comme s'il était une chose. Le passage à la première personne est grammatical, manifestant le passage à la catégorie de la personne morale. Pour Schleiermacher, au contraire, l'enfant qui dit « il » ne se pose précisément pas comme chose, mais comme agir, puisqu'à l'origine, le « il » relève du verbe impersonnel. Le verbe pur est « agir ». Ce n'est que par la suite que le sujet peut s'objectiver, se poser comme objet, c'est-à-dire comme sujet de l'action. Cette position rend son tour possible dans le retour réflexif sur soi qui constitue la conscience de soi, l'institution du sujet moral. Il faut avoir été objet pour pouvoir se poser comme sujet. Voilà qui confirme des analyses de la dialectique, Schleiermacher y affirmant qu'historiquement, il faut poser le jugement avant le concept. Les jugements étant constitutifs des concepts, car manifestement dans la conscience de l'enfant, des actions sont posées avant des choses. Dans le champ du langage, Schleiermacher se voit confirmé par la dignité grammaticale de la troisième personne en hébreu, à savoir que les paradigmes de conjugaison commencent par cette dernière. Le « il » précède le « je », ce qui pour Schleiermacher signifie que l'action précède la substance, celle d'un sujet par exemple où le verbe précède le nom, et l'agir initialement s'opère dans une confusion catégoriale. En hébreu, où les verbes sont clairement les racines, la dignité grammaticale de la troisième personne démontre qu'ils étaient originairement impersonnels, c'est-à-dire sans présupposer de sujet déterminé. Ce qui importe donc avant tout à Schleiermacher, c'est la conscience de soi, qui n'est vraiment conscience qu'à partir du dire « je ». Lorsque l'on dit « je », on s'objective comme sujet de l'action, comme sujet qui demeure identique dans les diverses actions. Le langage est objectivation, exposition, et seul le mot « je » permet cette extériorisation appelée par la volonté de se manifester au regard des autres. De même que l'enfant n'accède à la pleine conscience de soi qu'au moyen du dire « je », de même la conscience de soi de l'homme est conditionnée par la parole intérieure. C'est la fonction omniprésente qui, sous cette forme, accompagne tous nos états. L'unité originellement synthétique de la perception étant ainsi transférée sur le plan du langage. Partant de l'identité du langage et de la pensée telle qu'elle est présupposée par Schleiermacher, il n'y a évidemment rien de surprenant dans le passage du « je pense » au « dire je ». Par le dire se forme la constance de la personne, son identité dans la variation des actions, puisque tout mot est fixation d'une identité. Le langage produit la constance de la conscience de soi qui se trouve dans l'expression « je ». On retrouve ici au plan de la conscience le rôle du mot comme fixateur des représentations, et on se souvient que la perception de l'enfant n'est vraiment objectivée qu'en même temps qu'il parle, de même que toute formation complète de la représentation et la formation du mot sont identiques. L'unité synthétique de la conscience linguistique. La conscience de soi se rattache donc à une activité synthétique, ce que n'est pas encore le simple sentiment de soi, ni la conscience sensible comme simple représentation d'image. La conscience est unification, ce qui seulement rend possible la pensée. Dans cette conscience cohérente est l'essence proprement dite de la pensée. Voilà qui explique que le mot à lui seul ne soit pas langage. La proposition qui unit sujet et prédicat est la plus petite unité de pensée, la plus petite unité de compréhension. Autant d'arguments qui permettent à Schleiermacher de rejeter la théorie classique qui place l'origine du langage dans l'imitation des sons de la nature. La langue, en effet, n'est pas composée que de noms, mais encore d'éléments formels, de verbes, de conjonctions, d'éléments combinatoires. Si le mot est la fixation abstraite d'une image, le langage peut trouver son origine dans les sons de la nature. En ce sens, les noms et les verbes sont de simples traductions d'images générales dans le champ de l'audible. Mais tout comme l'essence de la pensée n'est pas dans les éléments, mais dans leur combinaison au sein de la proposition, la connexion immédiate du sujet et du prédicat ne peut pas être expliquée à partir de la conscience imageante. Il y a une différence de nature entre la simple réceptivité de la sensibilité
et la spontanéité de l'entendement, qui pense, à savoir l'activité synthétique. Les images en tant que telles sont toujours rhapsodiques. Seule la conscience, la pensée guidée par le langage, rend possible la synthèse des perceptions. L'unité formée de la proposition est ce qui rend le factum de la conscience de soi. Le langage, qui forme des propositions et ne se contente pas de répéter les sons de la nature, présente un degré de synthèse supérieur à celui de la simple perception. Le son de la nature est de l'ordre de l'image, et on ne voit pas comment passer de cette image ou du mot à la proposition. Dans le mot isolé, il n'y a rien à comprendre. L'herméneutique dit bien que la proposition est la plus petite unité de compréhension. Tout ce qui peut être une tâche pour l'herméneutique est membre d'une proposition. Cette synthèse comme travail d'unification permet de rendre compte de l'orientation de la conscience vers le savoir. En ceci, le dire-je est caractéristique, car il ne se comprend que dans la proposition. Le mouvement esquissé dans l'éthique, où le langage témoigne de la tendance à la communauté, se trouve ainsi confirmé. Toute volonté de communiquer étant volonté du genre. Ce n'est qu'avec le dire-je que commence la véritable formation des propositions. D'où la perte, à quel point cette essence propre de la pensée se rattache à la conscience de soi. Qu'elle soit essentiellement langage indique toutefois aussi la communication, et que la conscience de soi dans la pensée est essentiellement conscience du genre. C'est pourquoi toute pensée qui veut devenir savoir veut aussi devenir quelque chose de commun. De manière plus lapidaire, mais en allant dans le même sens, Schleimacher écrit en 1833. Question sur la conscience, elle remonte au langage, signe, tout est rapporté au dire-je, comme manifestation, donc comme conscience du genre dans la conscience de soi. Dire-je est donc un acte de synthèse, qui consiste en un premier temps à situer le sujet de la spontanéité de l'entendement. Dire-je n'est pas simplement se nommer, comme par un nom propre, mais se nommer nommant. En cela, dire-je n'est pas dire un simple mot, mais énoncer une proposition. Le dire-je, mais je dis je par rapport à d'autres. Je et tu. Si la conscience ne se forme que dans le langage, organon intellectuel, et que par ailleurs tout parler humain est toujours communication, alors dire je consiste à se poser comme objet, face donc à un sujet qui est un tu. Penser linguistiquement le je ne va pas sans le penser avec un tu. De ce fait, la conscience de soi en sa structure linguistique est dialogique. Le je jamais n'est sans tu. Dans la perspective anthropologique, le dire-je n'est pas la simple identité de soi, mais une identité qui ne se forme que dans la différence. Le simple dire-je contient encore en lui une dualité, parce que nous ne trouvons jamais purement et simplement, mais toujours d'une manière donnée. Il n'y a pas de dire-je sans distinction et donc sans opposition à un autre. Nous représentons quelque chose, nous sentons à partir de quelque chose, nous voulons quelque chose. C'est là le tu, au sens plus large posé simultanément avec le je, abstraction faite de toute pluralité d'individus humains. La dialectique de 1822 s'appuie explicitement sur cette remarque. Le premier savoir certain est l'opposition du je et de l'altérité, et la première structure est celle des moments et fonctions du jeu. La possibilité de la conduite du dialogue ne commence que là. Comme l'avait montré la doctrine de la foi, relativement à la conscience immédiate de soi, dans le sentiment de la dépendance pure et simple, la position du jeu implique la position de ce qui n'est pas lui, tout en participant à sa constitution. Schleiermacher ne pense pas pouvoir partir absolument de cette opposition, qui lui paraît plus empirique que transcendantale, et appeler une méthode qui procède au petit bonheur. Il ne la retient finalement que par dépit, pour la seule raison que nous n'avons eu l'idée de rien d'autre qui se rapporta au jeu comme le tu. Il convient cependant de souligner l'usage linguistique inhabituel du tu chez Schleiermacher. D'ordinaire et de manière convenue, le tu désigne l'autre personne, et non une chose qu'on préfère appeler le il ou le ça. Chez Schleiermacher, le tu désigne d'abord l'altérité en général, avant de désigner l'autre personne. Par cette formule duel je-tu, Schleiermacher entendait en effet avant tout se démarquer du non-moi de Fichte, auquel il reproche en tant que simple négation de pouvoir n'être rien. Or, selon Schleiermacher, ce qui constitue le sujet, c'est son rapport avec ce qui est hors de lui et qui ne saurait se réduire à rien. De ce fait, non seulement le tu est extérieurement donné, mais le rapport je-tu ou la conscience je-tu, inscrite dans le langage, est constitutive de la conscience de soi. L'altérité habite donc l'identité et le caractère linguistique de la conscience de soi transforme le tu, qui à l'origine est indifféremment homme ou chose, en autre être parlant, en autre homme.
Cette transposition ou réduction tient au caractère communicationnel du langage. Le tu indifférencié devient personnel, parce que dire et vouloir communiquer et dire je et vouloir se communiquer à autrui qu'en retour je dois présupposer. Seule cette transformation permet de rendre compte d'un nous transcendantal, puisque le dire je, qui est une condition de possibilité du langage, implique alors le caractère indispensable de l'adresse du tu. Le langage ne se forme que dans la communication entre un je et un tu, et le je n'est constitué comme conscience que par le dire je qui implique un tu. Réflexion pédagogique. Voilà ce qui illustre la pédagogie de Schleiermacher, qui a pour but, fidèle encore à la devise kantienne des Lumières, de mener l'enfant à la Mündigkeit, à la majorité, et à l'autonomie, ou à la Selbstständigkeit, qui est moins indépendance que le fait de pouvoir tenir seul, sans plus avoir besoin de tuteur, que quelque sorte que ce soit, sans entrer dans les détails de l'importante théorie de l'éducation de Schleiermacher. Notons que cette autonomie d'abord est acquise dans le cadre familial sous la forme de l'intégration dans l'univers linguistique. L'éthique de 1812 la décrit de la manière suivante. Dans la communauté des enfants avec les parents, leurs pensées se forment dans la langue déjà donnée, et leur formation originelle de la langue se dépose, du moins dans la famille, au moyen de sa pensée particulière, que les parents, à travers leur identité originelle, peuvent comprendre comme telle. Il s'agit là de la première phase de l'éducation, significative pour nous, parce qu'elle s'attache à l'acquisition du langage dont nous avions déjà relevé le caractère paradigmatique, le langage constituant un domaine à part. Sa signification tient au tournant qu'elle implique chez lui, qui participe à l'univers linguistique et à la vie en communauté qu'elle induit. L'essentiel tient au fait qu'avec le langage entre en jeu le concept, et par là l'accession au savoir qui s'y trouve déposé. Ce n'est qu'à partir d'ici qu'est possible une influence sur la réflexion, et par la réflexion, parce qu'ici seulement on pense. Lorsqu'il s'agit de décrire l'acquisition du langage dans le sein de la famille, Schleiermacher distingue deux versants de la parole, son aspect physique et son aspect spirituel. L'aspect physique se limite à la faculté de reproduire des sons, et plus particulièrement des sons articulés. L'apprentissage unissant affinement de la locution et de l'audition se fait essentiellement par mimétisme, rendant possible un premier commerce mimétique entre la mère et l'enfant. Ce plan où l'enfant est capable de répéter des mots n'est cependant pas à lui seul participation effective à l'univers linguistique. Rien ne distingue là le petit homme du perroquet. Au physique plus réceptif doit s'ajouter le plan spirituel, où la spontanéité s'accomplit comme opération de la conscience, avec l'aptitude à produire des sons articulés. Il n'y a pas encore d'unité dans l'opération de la conscience, qui se manifeste dans la langue, par la formation d'une proposition. L'acquisition effective du langage se manifeste donc dans la production de mots combinés, dans une grammaire à l'origine propre à l'enfant. Seule cette formation autonome des propositions manifeste une maîtrise consciente du langage. Il s'agit là de points limites, d'un Grenzpunkt, ce qui est vraiment humain, se manifeste en sa réelle dimension, le langage, instrument supérieur pour réaliser la communauté. Même si les propositions ne sont pas, d'un point de vue d'adulte, d'une formation grammaticale correcte, l'enfant, dans sa spontanéité intellectuelle, invente le langage, qu'il abandonnera progressivement ensuite pour s'intégrer à la langue existante. La raison de l'adoption progressive de la langue commune, au détriment de la langue privée, tient à ce que si au départ les enfants expérimentent leur volonté de parler comme une libre production, le langage, malgré tout, est quelque chose de partagé, en commun, et la médiation de la communauté, et ils abandonnent rapidement leurs inventions linguistiques pour s'intégrer dans la vie de la langue commune. On peut donc souligner, c'est là un aspect déterminant de l'herméneutique, qu'à l'origine le langage non seulement témoigne de la formation de la conscience de soi, mais encore s'inscrit dans une double polarité qui est invention à partir de l'individualité qu'elle contribue à former par son affirmation d'une part, par son intégration à la communauté de l'autre. Et c'est bien là la double polarité de l'herméneutique, qui d'un côté affirme éthiquement le sujet, la personne, de l'autre rend possible son intégration dialectique dans le processus du savoir. Le langage n'a pas pour seule finalité la communication de représentation, leur action réciproque et leur identité, mais aussi l'expression de la volonté individuelle. Parler est toujours aussi vouloir manifester sa pensée propre. Schleiermacher insiste longuement sur l'influence décisive du langage sur le développement de la volonté, puisqu'à travers lui l'enfant peut s'affirmer dans l'opposition, dit
peut affirmer sa volonté contre celle de ses parents ou éducateurs. La coexistence de ces deux aspects est proprement éthique. La communauté est dans le langage, mais chacun n'y est que dans la mesure où il produit, sans quoi il est simplement enfermé par la communauté, un moyen de l'expansion, un organe pour les autres, tout comme l'esclave. Il faut, tel est l'impératif éthique de Schleimacher, entrer dans la communauté tout en préservant l'individualité. C'est à cela que tient le concept éthique de personne. Le concept de personne est l'être posé de la raison identique et égale à elle-même en rapport avec la particularité de l'existence, la Sein, dans une totalité naturelle, déterminée et mesurée, c'est-à-dire existant pour elle-même. La personne est de ce fait tout à la fois appropriation et désignation, à la fois le centre d'une sphère propre et lié à la communauté. C'est bien pourquoi tout agir linguistique contribue à former la langue. En ceci, le langage révèle sa structure fondamentalement critique. Dans l'écart entre la pensée universelle et la pensée individuelle, le langage permet à l'enfant, au sein d'une communauté donnée, non seulement de développer sa conscience, mais encore d'affirmer son autonomie et son indépendance au regard des objets, des autres et de leurs pensées, mais en même temps, une fois le langage acquis, la possibilité de désigner sa volonté et ses contenus de conscience maîtrisés. Le langage pousse plus avant vers le développement de la connaissance abstraite et du savoir. C'est donc tout naturellement que la structure linguistique de la conscience humaine conduirait l'homme vers le développement dialectique du savoir, en intégrant à tous les niveaux la relativité de l'histoire des langues.